Il est la personne la plus riche d'Europe et il se dispute avec Elon Musk le titre de personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 187 milliards de dollars. Il s'appelle Bernard Arnault, également connu sous le nom de Le Loup en Cachemire, et il est le PDG et président de LVMH, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, qui comprend Louis Vuitton, Moët et Chandon, Hennessy et Dior. L'ascension d'Arnault au pouvoir est une histoire d'ambition, d'absence de scrupules et de vision qui a permis à LVMH de passer de 2 milliards de dollars de ventes annuelles en 1987 à 50 milliards aujourd'hui. Le père d'Arnault dirigeait une entreprise de construction, mais Bernard était plus attiré par les prises de contrôle à l'américaine et la création d'empires que par la construction d'immeubles. Après avoir pris la direction de l'entreprise, Bernard a fait passer la société de la construction à l'immobilier et a généré 15 millions par an. Mais il ne croyait toujours pas que le secteur avait suffisamment de potentiel. C'est alors qu'il a entendu parler de Christian Dior. Voyez-vous, Dior était une icône internationale, la maison de couture française la plus connue. Mais sa société mère, Boussac, était en difficulté financière depuis 1960 lorsqu'ils avaient licencié leur directeur artistique, Yves Laurent. Oui, ce Yves Saint-Laurent là. En 1978, Boussac fait faillite et est repris par le gouvernement français, qui cherche désespérément un repreneur pour cette entreprise qui perd énormément d'argent. C'est là qu'intervient Bernard Arnault. Il voit là l'opportunité de revenir en France depuis l'Amérique, où il vit à l'époque, et d'acheter Boussac pour ressusciter Dior. Mais il n'avait pas les 60 millions de dollars que le gouvernement français demandait. Alors il a utilisé ses contacts à la grande institution financière Lazard Frères, qui est un peu l'équivalent français de Goldman Sachs ou JP Morgan, pour obtenir 45 millions de dollars d'investissement extérieur, puis il a couvert les 15 millions restants avec l'argent de la famille Arnault. C'était un moment crucial. Personne ne voulait acheter Boussac et Dior parce que l'entreprise était dans un tel chaos. Arnault avait tout misé sur cette aventure. Mais pourquoi Dior et les produits de luxe ? Arnault raconte que sa mère adorait les produits Dior, c'est pourquoi il a fini par acheter l'entreprise. Mais je pense que la vérité ressort en fait dans une interview accordée par Arnault au New York Times en 2011 où il a dit « Ma relation avec les produits de luxe est vraiment très rationnelle. C'est le seul domaine dans lequel il est possible de réaliser des marges propres au luxe. Un sac à main n'est qu'un sac à main jusqu'à ce que vous y apposiez un logo Dior ou Louis Vuitton. Ensuite, la valeur peut être multipliée par 10, 50, voire 100. Arnault savait que de plus en plus de gens pouvaient acheter des produits de luxe à mesure que le PIB mondial augmentait. C'est ça qui était en jeu ici, une chance de percer sur le marché du luxe. Alors, une fois qu'Arnault a acheté Boussac, il s'est montré absolument impitoyable. Comme les prédateurs d'entreprises américains qu'Arnault admirait, il a dépouillé l'entreprise jusqu'à l'os. Il a licencié 9000 des 20 000 ouvriers du textile de Boussac. Il est devenu l'un des hommes les plus détestés de France, surnommé le Terminator par la presse française. Mais après avoir réduit les dépenses, Boussac est redevenu rentable à hauteur de près de 100 millions de dollars par an. Arnault gagnait de l'argent grâce à des entreprises en faillite achetées pour seulement 60 millions de dollars. Mais souvenez-vous, il voulait des marges propres au luxe. Il ne voulait pas gérer toutes les entreprises à faible marge du portefeuille Boussac. Arnault ne s'intéressait vraiment qu'à Dior. Les entreprises étant devenues rentables, il a commencé à les vendre une à une pour plus de 500 millions de dollars. Au final, il n'a gardé que Dior et le grand magasin de luxe français, le Bon Marché. Pour la plupart des prédateurs financiers américains, la mission aurait été accomplie. Acquérir une vieille entreprise, réduire les coûts, vendre les actifs, empocher des millions. Mais ce n'était que le début pour Arnault. Il était en train de transformer Dior en une puissance mondiale. Mais s'il pouvait systématiser le processus, sa stratégie pour l'avenir est devenue claire. Identifier des marques de luxe en difficulté et mal gérées comme Dior, qui avaient un énorme potentiel. Les acheter à bas prix, puis utiliser l'effet de levier financier pour acquérir d'autres entreprises de luxe. C'est avec cette stratégie qu'Arnault bâtit sa fortune. Mais ce qui a vraiment cimenté la réputation d'Arnault comme négociateur impitoyable, c'est la façon dont il a acquis ses entreprises, une stratégie appelée OPA hostile. C'est lorsqu'une entreprise est rachetée contre la volonté de sa direction et de son conseil d'administration par un tiers extérieur qui achète une participation de contrôle sans que la direction d'origine ne puisse l'en empêcher. Arnault l'a fait plusieurs fois et, après la prise de contrôle, il procédait souvent à d'importants changements stratégiques et opérationnels tels que la révocation de l'ensemble du conseil d'administration. C'est ainsi qu'il a mis la main sur LVMH, l'entreprise pour laquelle il est aujourd'hui connu.
LVMH a été le premier grand conglomérat de produits de l'Orient de luxe. Elle a été créée à la suite d'une fusion en 1987 entre deux entreprises familiales traditionnelles, la maison de couture Louis Vuitton et la société de boissons et spiritueux Moët Hennessy. Et ces deux familles ne s'apprécièrent pas vraiment. Leur fusion avait été une mesure défensive. En grossissant, elle compliqua l'achat massif d'actions par les prédateurs financiers et la réalisation d'une prise de contrôle hostile. Mais en 1988, des signaux d'alarme retentissaient. Le volume des échanges sur l'action LVMH augmentait, laissant présager une possible prise de contrôle hostile à l'horizon. Alors Hélène Chevalier, le directeur général de Moët Hennessy, a tenté de renforcer son actionnariat. Il est allé voir la grande entreprise de boissons Guinness et a demandé à son dirigeant, Anthony Tennant, « Eh, que penseriez-vous d'acheter 20% de nos actions LVMH actuellement sur le marché ?» Cela rendrait une prise de contrôle hostile beaucoup plus difficile, mais cela signifierait aussi que Guinness deviendrait un partenaire majeur. Quand Henri Rocamire, le président de Louis Vuitton, l'a appris, il est devenu fou de rage. Il pensait que Guinness ferait pencher la balance du pouvoir vers les boissons et se ferait au détriment de la maroquinerie de Louis Vuitton. Alors Rocamire est parti à la recherche de son propre allié, quelqu'un qui comprenait le secteur des produits de luxe. Et il a trouvé Bernard Arnault, le propriétaire de Christian Dior. Pour Rocamire, cela semblait être une excellente stratégie. Le jeune Arnault achèterait 25% de LVMH et ferait pencher la balance du pouvoir en faveur des produits de luxe. Mais Rocamire ne s'est pas rendu compte qu'il laissait entrer un loup dans le poulailler de LVMH. Le jeune Arnault achèterait une petite part de LVMH, 8%, 9% peut-être, 11%, et ferait pencher la balance du pouvoir en faveur des produits de luxe. Après avoir reçu la proposition de Rocamire, Arnault va parler à ses anciens amis banquiers chez Lazard Frères, qui travaillent aussi avec Moët Hennessy. Cela mène à une réunion secrète tard dans la nuit avec Lazare, Moët Hennessy et Guinness, où Arnault décide de changer de camp. Il s'allie avec Guinness pour créer une coentreprise appelée Jacques Robert, où il détient une position majoritaire de 60% et ils achètent une participation de 27% dans LVMH. Ce geste choque Rocamire, qui prévoyait de faire d'Arnault son protégé. Il essaie de riposter en achetant davantage d'actions LVMH sur le marché, tentant désespérément d'atteindre une participation de 33% pour bloquer le pouvoir de décision. Mais Arnault et Guinness disposent de plus de puissance financière. Ils augmentent rapidement leur participation à 37,5%, mais avec moins de 33% des droits de vote. Ils ont donc presque pris le contrôle de LVMH et sont sur le point de mettre Arnault aux commandes. À ce stade, même Chevalier, le patron de Moët Hennessy, se demande ce qui se passe. Il n'a jamais voulu aller jusqu'à devoir recevoir des ordres d'Arnault. Chevalier et Rocamire finissent par s'allier et, unis par un ennemi commun, font une offre à Arnault. Séparons LVMH et redevenons deux entreprises distinctes, Moët Hennessy et Louis Vuitton. En échange de votre renoncement à toute poursuite, nous vous céderons l'activité des parfums Dior acquise il y a quelques années. Il pensait qu'Arnault serait satisfait de récupérer l'ensemble de l'activité Dior sous son contrôle. Il le suggérait, mais dans les 2 jours suivants, Arnault clarifie ses intentions. Il vend une part risquée de ses propres actions dans Dior et les autres entreprises Bussac et utilise 500 millions de dollars de capital supplémentaire pour acheter encore plus d'actions LVMH. Cela porte ses participations, celles de Guinness et de Jacques Robert, à un total de 35% des droits de vote fin de partie. Arnault a désormais le contrôle de LVMH, le plus grand conglomérat de luxe au monde. Chevalier démissionne immédiatement. Rocamire ne part qu'après une longue bataille judiciaire où il tente de poursuivre Arnault, mais cela ne fonctionne pas. Après des années de lutte, il quitte l'entreprise sans jamais adresser un mot à Arnault. Voilà l'histoire des origines. Il avait perdu face au loup du Cachemire. À l'époque, LVMH ne comptait que 7 maisons. Mais au fil des décennies, Arnault l'a fait passer à 75 marques de luxe. En 2021, LVMH a racheté Tiffany pour 15,8 milliards de dollars, la deuxième plus grande marque d'Arnault et l'un des joyaux de la couronne de LVMH. Arnault est souvent vu comme un prédateur à cause de ses prises de contrôle hostiles qu'il a utilisées, mais pas pour démanteler des entreprises ou en tirer un profit rapide. Comme Warren Buffett, Arnault s'est toujours concentré sur la valeur à long terme et sur le fait de se positionner pour l'avenir. Plus récemment, Arnault s'emploie à faire de ses enfants les héritiers de l'empire LVMH. Seul le temps dira si le même instinct de tueur coule dans leurs veines.
Pour en savoir plus sur un autre homme d'affaires exceptionnel, regardez notre précédente vidéo sur David Ogilvy.